par une petite question. Je veux dire, je suis quand même un peu prof d'anglais. Oui. Pour moi, j'enseigne quand même le Blitz. Oui. Il y a quand même eu, je ne sais plus si c'est 40 000 morts. Oui, c'est ça. C'est peanuts à la limite, entre guillemets, par rapport à ce qui a été. Oui, ça c'est la vengeance d'Hitler, bien sûr. Oui. Mais c'était même avant. C'était avant qu'on commence les bombardements. C'est après qu'il ait tiré sur Berlin un bombardement symbolique. C'est ça. Pour moi, non, mais ça a été génial de la part d'un certain point de vue. Là, il faut revenir au problème que c'est que de mener une guerre. Churchill n'avait pas d'état d'âme, on le sait. C'était une brute, on le sait. Mais il était aux abosses. Et il cherchait un moyen, d'amener les Allemands à faire une faute. Pour qu'ils arrêtent de détruire sa chasse. Parce que les Allemands, systématiquement, ils détruisaient les aérodromes et les chasseurs britanniques. Et ils avaient atteint le moment où ils... Non mais c'est bien parce qu'ils voulaient passer avec des Heinkel pour buter le Buckingham Palace. Enfin, non, deux secondes. Et les Heinkel n'avaient pas encore été envoyés. Le but, c'était de débarquer en Grande-Bretagne. Et pour débarquer, les Allemands savaient qu'il fallait que la chasse britannique soit anéantie, que sa force aérienne soit anéantie. À ce moment-là, ils pourraient débarquer. C'était le but de guerre. Donc c'était un objectif militaire de l'armée allemande tout à fait évident. Churchill se rendait bien compte que s'il perdait sa chasse, les Allemands pouvaient engager ce mouvement. Et il a cherché une manière de les amener à la faute. Et il s'est dit, il faut qu'ils utilisent leur aviation à autre chose qu'à détruire nos aéroports. Donc il a tiré sur Berlin, et il savait qu'Hitler était quand même un type assez sanguin, et Hitler s'est vengé en bombardant comme une les Londres. Pendant ce temps-là, les Anglais ont eu le temps de refaire leur aviation. Et après, quand les Allemands ont de nouveau voulu préparer un débarquement, c'était fini. Ils n'avaient plus la suprématie aérienne. Et là, la bataille d'Angleterre était gagnée, au prix des morts civiles. Voilà. Et donc, il faut bien comprendre que la guerre, c'est une affaire compliquée. Il n'y a jamais d'explication simple et que la propagande, quand elle s'en mêle, permet de faire croire autre chose que ce qui s'est réellement passé dans la tête des décideurs. Encore une fois, lisez Clausewitz, il est lumineux, il est valable encore maintenant. De loin. Et en plus, c'est bien écrit. Ça ne gâche rien. Oh non, c'est passionnant. Pardon, oui, pardon. Il y a d'autres... Non mais comme tu parles là de la doctrine sur du nucléaire tactique, oui. Là quand on voit notre président jupitérien, il est plutôt dans relance, sous-marin, nucléaire lanceur d'engin, il est... modernisation surtout. Modernisation, les gros efforts ont été faits sur le M51, donc le vecteur de la force de frappe stratégique, et il se trouve que j'étais à Saumur il y a 3 semaines, pour le Carousel, et donc là c'est la mise en scène et présentation là, des doctrines d'intervention, donc en l'occurrence blindées. Et ce qui a changé, c'est qu'on n'est plus dans une logique d'usage massif, on n'est plus dans la force et le choc du colonel Etienne. On est sur telle qu'elle se met en scène aujourd'hui à Saumur, c'est la dissémination des blindés en petits groupes par rapport à la raison, tout un vocabulaire sur les terrains des opérations extérieures, et donc on n'arrête pas de parler du Mali. Et quand on voit les ressources dont ils disposent, il n'y a même plus de division blindée aujourd'hui en France. Et donc on arrive là, puisque c'est la date fatidique et qu'il y a la campagne là, contre le Tian, à une situation où aujourd'hui on a des militaires qui viennent parler aux côtés de militants antinucléaires ou opposés à l'arme atomique, parce qu'on est dans une situation d'appauvrissement
de l'outil de défense. Alors on pourrait lancer un débat philosophique, est-ce qu'il faut un outil de défense? J'ouvre la porte, Ou c'est pas. chaud. Mais on a l'impression effectivement qu'on a des politiques qui s'acharnent à vouloir avoir des joujoux atomiques, des militaires qui effectivement, tel que ça apparaît au carrousel des Saumur, qui sont très très sceptiques. Et finalement, leur principal problème aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu avec la reconversion du deuxième dragon, en unité de reconquête, enfin entre guillemets de contrôle de zone touchée par la pollution et les dégâts atomiques. Et quand on discute avec les officiers, ils ont des VAB. Enfin, des trucs qui ont 40 ans pour faire des prélèvements. Et donc, quand on discute en off avec les officiers, on voit bien qu'ils ne sont pas dupes. On voit bien qu'il y a une énorme défiance vis-à-vis d'une tutelle politique qu'ils considèrent comme totalement obsolète, alors que c'est eux qui sont face au réel des menaces, parce qu'on est dans un monde aussi de dissémination, où une bombe sale peut péter, peut-être catastrophique, mais il y aurait des moyens de protection civile. On sait que dans les SDIS, les pompiers, ils ne les ont pas. Et à l'armée, tout l'argent qu'on dépense dans la bombe atomique, on ne la dépense pas dans les outils nécessaires de protection des populations. Et là, il y a une grosse inquiétude. Alors, bon, on ne peut pas entrer dans les détails des munitions qui pourraient être mises en œuvre. Les bombes sales, moi, si une bombe atomique, ça a une grande vertu, c'est que quand elle est là, vous pouvez presque la manipuler à la main. Bon, il faut faire attention, mais on peut la prendre à la main, on risque pas trop. On risque quand même, il y a des flux de neutrons. Bon. Mais si on la tient pas trop longtemps à la main, c'est pas très grave. Ceux qui à l'île longue prenaient chaque jour leur sandwich à côté des ogives, eux ils sont malades, oui, parce que tous les jours ils ont pris des neutrons. Mais c'est pas pareil quand on prend simplement une charge comme ça. En revanche, une bombe sale, c'est une bombe qui est bourrée de produits émetteurs gamma et autres, et en quantité telle que vous ne pouvez pas la tenir plus de quelques secondes sans avoir la dose mortelle. Donc, pour moi, c'est une arme encore plus compliquée à utiliser que les bombes, entre guillemets, propres. Donc, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. C'est vraiment le genre de munitions qui pose plus de problèmes qu'elle ne pourrait apporter davantage militaires ou terroristes. Alors, pour ce qui concerne la doctrine militaire française actuelle, compte tenu, et ce que j'ai un peu souligné dans mon texte, d'ailleurs si vous voulez je pourrais vous l'envoyer, il faudra que j'ai vos emails, le principal frein, ce sont les finances. Mais la dévotion qu'ont nos dirigeants envers l'arme atomique introduit un désordre complet, que tu as très bien évoqué. Parce que ça coûte cher. Pas énormément, mais ce sont des milliards qu'on ne met pas ailleurs. Et comme on a les opérations extérieures, qu'on mène avec des bouts de ficelle, des blindés qui tombent en panne tout le temps, enfin des trucs comme ça, ben oui, mais ils sont très bons les militaires, mais ils n'ont pas les moyens. Les militaires français, les Américains les admirent, parce que ce qu'ils font en Afrique, eux, ils en sont totalement incapables. Les militaires américains, ils ont besoin d'une logistique telle, pour arriver entre guillemets à survivre, qu'il faut quoi, 100 hommes pour... Enfin, il faut à l'arrière 100 hommes pour la logistique d'un combattant. On n'en est pas là, nous. Les combattants sont presque autonomes, hein, c'est presque des guerriers à la limite. C'est plus des soldats, c'est quasiment des guerriers. Donc, nous, on a de très bonnes armées en Afrique, grâce à l'expérience, évidemment. Mais, on le voit au Mali, les moyens dont ils disposent prouvent, enfin les moyens qu'ils mettent en œuvre, les mettent au taquet. Ils sont aux limites de leurs possibilités. Et si un seul blindé tombe en panne, c'est tout un pan du contrôle d'un territoire qui est perdu. Les hélicoptères, n'en parlons pas, le sable bousille la mécanique, et ça coûte un prix fou à amener les pièces détachées et à les entretenir, etc. Je pense que, et effectivement, moi j'ai participé à des conférences à l'Assemblée organisées par Jean-Marie Collin, par exemple, que tu connais sûrement, avec Tilès, avec Rocard, avec Morin, avec tous les généraux opposés au nucléaire, plus ceux qui étaient pour, mais qui étaient vraiment pas convaincants. Et on voit bien qu'il
il y a 1000 raisons d'abandonner la force de décision, et 1000 raisons valables. Mais il y a un dogme. Parce qu'il y a un nom qui d'ailleurs a été accolé, et c'est une imposture à ça, c'est De Gaulle. Or la bombe était prête quand De Gaulle est arrivé aux affaires, elle était prête à la fin des années 50 avant qu'il arrive aux affaires. Le Mirage 4 était prêt en 56. Bon, donc il n'y a pas de problème, c'était avant que De Gaulle arrive aux affaires. Et comme c'est De Gaulle, le sauveur de la nation qui dit que c'est bien, eh bien, politiquement, personne n'ose dénoncer ça. Et c'est un problème politique. Morin, qui a été ministre de la Défense, Thielès, qui a été aussi ministre de la Défense, dans mon souvenir, maintenant sont complètement contre. Et ils le disent haut et fort. Mais les médias n'osent pas donner l'importance que ça a à leur déclaration. Qui en parle dans les médias? À cette conférence à laquelle j'ai assisté en 2013, il n'y avait pas un journaliste dans la salle de l'Assemblée. Il n'y avait pas un journaliste. Et il n'y avait pas, mis à part les parlementaires qui avaient organisé cette réunion, il n'y avait pas un parlementaire. Comme si on se brûlait en venant parler de ça. On réussit à organiser de plus en plus de colloques sur le nucléaire civil à l'Assemblée, ça devient facile. Mais dès qu'on pose le problème nucléaire militaire, on l'a connu avec la commission d'enquête de Barbara, là, c'est... Pas touche. On touche le régal. Pas touche. Oui, sauf que, Oui. pour parler militaire et parler des bombes, il faut parler de ceux qui amènent à construire la bombe. Et qu'on le veuille ou non, les civils sont dedans. Ah oui, bien sûr. Et c'est là un des problèmes, et c'est beaucoup plus insidieux, parce que sous le prétexte de produire de l'énergie, de maîtriser les déchets, de manière insidieuse, les populations, les salariés sont soumises à des retombées, qu'elles soient gazeuses. Bien sûr. Quand on extrait le plutonium à la Hague, qu'elles soient gazeuses, qu'elles soient par des particules plus lourdes qui sortent par la cheminée ou autre, qu'elles soient dans la terre Ou dans la mer. et qu'elles soient et toutes les familles autour, une grande partie, si on avait le courage de mettre en place une spectrométrie pour passer ces gens-là, on trouverait du césium dans le corps. Oh, Une grande partie. Or, dans la réflexion pour la bombe nucléaire, il faudrait avant aborder comment on arrive à construire cette bombe nucléaire. Parce qu'en fin de compte, on parle des militaires, mais les civils sont impliqués jusque-là. Ah oui, le cycle du combustible. Ce que j'ai trouvé dans un rapport de Nusker, et puis en faisant quelques petits calculs, c'est que si une bombe pète, elle va rejeter tant de radioactivité, n'est-ce pas? Pour produire le plutonium qui va être mis en œuvre dans cette bombe, on produit environ 5 fois plus de déchets que n'en rejettera la bombe. Alors, il faut ensuite les gérer, ces déchets. Alors bon, évidemment, les bombes atomiques, c'est pas énormément d'énergie par rapport aux réacteurs civils. Mais il n'empêche qu'on ne parle jamais de ça. On ne dit jamais que pour produire une bombe atomique, en fait, on produit beaucoup de déchets atomiques. Déjà, avant même qu'elle ait pété, et qu'elle ait rajouté les siens dans l'environnement. Quand on parle d'un kilo de plutonium au 8 à la Hague, tu as peut-être 150 kg de plutonium à l'heure actuelle. Pour faire une bombe, il en faut 8,5 kg. Il y a des gens qui manipulent le plutonium. Oui. Tu parlais tout à l'heure, le plutonium, l'irradiation neutronique, et on peut aller... Non mais c'est dans les bombes où il y a les sources de neutrons pour déclencher. C'est là que c'est dangereux. Le plutonium, il est là quand même. Oui, bien sûr. Et tout le reste, les gens en prennent plein les dents, plein les mains, quoi. Et on ne leur demande pas leur avis. Et on distribue insidieusement des doses qui, dans quelques années, sur les générations futures, seront porteuses de problèmes comme tu les as soulevés. Ah oui, bien sûr. À Mayak, où évidemment les choses étaient bien pires que ce qui se passe en France ou aux États-Unis, on a un état de santé des populations tout autour qui est désastreux. Et on est 3 ou 4 générations après. Et il n'y a pas que l'accident de Mayak. L'accident de Mayak, c'est presque l'arbre qui cache la forêt. Parce que les pratiques des Russes à Mayak, c'était de mettre des déchets partout. Ils rejetaient leurs déchets dans des lacs, dans la rivière, et c'est ce qu'a montré Medvedev dans son livre. Mais malheureusement, on ne retient de Mayak que l'accident de 57. Alors que dès 1949, on avait commencé à évacuer des villages le long de la rivière Tetcha. Parce qu'on rejetait tellement dans la rivière que les gens risquaient de mourir. À cause
terme. Oui, c'est quand tu as un accident, quand il y a un effet de choc. Mais quand c'est permanent et insidieux, l'accident il est journalier, quotidien. Et là, on ne met pas en place d'études épidémiologiques pour savoir ce que ça devient. Et pourtant, aujourd'hui, on aurait des résultats probants. Mais en France, c'est une doctrine de ne pas chercher, comme tu sais. Non mais, je le dis de première main, j'étais dans un groupe interministériel en 1974. Première réunion consacrée à la radioprotection. Et il y avait Pellerin, il y avait Jamais et il y avait Delplat. Donc Pellerin fait son topo, je passe ce qu'il a dit, c'est dans mon bouquin. Mais ensuite, je lui pose une question bête. Je lui dis, écoutez, M. Pellerin, vous êtes au ministère de la Santé, il dépend du ministère de la Santé, de la SCPRI, et je lui dis, est-ce que vous avez mené des études épidémiologiques, comme aux États-Unis, sur les travailleurs qui travaillent sous radiation, habilités à travailler sous radiation? Il y en a quoi, quelques dizaines de milliers en France à l'époque. C'est déjà une belle cohorte. Il me regarde comme ça, il me dit, mais pourquoi chercher? On ne trouvera rien. Non mais c'est de bon. Alors ensuite il s'est repris. Il s'est repris après. Il s'est rendu compte que quand même il y avait pas mal de scientifiques dans le groupe et que ça paraissait un peu incongru. Alors il s'est repris, il a dit, mais de toute façon, ça ne marcherait pas parce que les médecins sont incapables de rédiger un certificat de décès correct. Mais je vais te poser une question, tu dois connaître la réponse. Oui. Le refus d'études épidémiologiques au niveau des installations les plus dangereuses, paraît-il qu'il faut l'accord de l'OMS. Parce que j'ai eu un débat il y a quelques années maintenant, avec des toubibs justement, et qui sont à l'OMS. Non, c'est vrai que l'OMS s'en fout des radiations, Oui. depuis le début. Mais depuis le début, puisqu'ils n'ont jamais fait aucune étude sur les retombées de la bombe atomique, sur les effets de la bombe atomique. Donc on voit que c'est depuis le début. Mais il n'y a absolument pas besoin, c'est de la souveraineté du pays de faire des études épidémiologiques dans le pays, c'est tout. Non, ces toubibs me disaient que c'est pas possible. Non, Non mais on est quand même dans une des seules régions de France où il y a un département qui a un registre des cancers. C'est là. Oui, non, mais c'est uniquement en France. Là, on a essayé de généraliser. On vient de sortir du plan régional santé-environnement 3 en Normandie. On a demandé avec les assos la généralisation, rien que ça, le registre. Ce qui n'est pas énorme, je suis d'accord avec vous. Mais je crois qu'il y a 3 départements en France où il y a des registres des cancers. et c'est pas probant parce que si on n'a pas les autres, on n'a pas les points de comparaison. Et voilà. Et l'ARS et notre chère tête, Madame Dupieux, pour ne pas la citer, a fait lit de justice. Pour dire non, il n'en est pas question. Parce que on ne trouvera rien. Il n'y a pas le couloir de la pétrochimie en Basse-Seine, il n'y a pas 8 réacteurs nucléaires, il n'y a pas la haille, il n'y a rien dans la région. Peut-être des pommiers un peu toxiques. Mais la France est un cas un peu unique. Si vous allez sur le site britannique concernant l'épidémiologie, qui est ouvert à tout le monde, vous avez des croisements entre cause et effet, c'est incroyable. C'est d'une précision, mais c'est vrai, et d'une richesse absolument incroyable. Et pour vous donner un exemple qui montre bien que chez nous c'est le Moyen-Âge, au Bélarus, pays dont nous finançons donc, un institut de protection indépendant, il y a un registre des malformations congénitales depuis 52 ou 53 et un registre des cancers national depuis 71. C'est une grande démocratie par rapport à la France. Non, mais c'est un pays qui a des standards, qui avait, mais maintenant, évidemment, avec la pollution radioactive, ils n'ont plus maintenu cette qualité sanitaire qu'ils avaient avant, mais leur qualité sanitaire avant Tchernobyl était équivalente à celle de la Finlande ou du Pays-Baltes. C'est un cas unique dans l'ex-URSS. C'est un pays qui a une culture médicale extrêmement élevée. Oui, et en France, il y a la volonté de ne pas faire de contrôle, c'est très clair ça. Parce qu'un des problèmes autour, alors on va parler de la raille, c'est à mon avis la plus dangereuse en France. Oui. Et il faut savoir qu'on a employé des intérimaires de plus en plus. Oui. Et leurs familles
sont là 2 ans, 3 ans, ont des enfants, ainsi de suite. Et ces jeux-là disparaissent. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'en sait plus rien. Absolument. Il ne reste que les gens qui sont titulaires. Alors là, et encore aujourd'hui, Eux, ils sont bien protégés par les conventions collectives, etc. Oui. Enfin, mieux que les autres. pouvoir les faire admettre maladie professionnelle, par exemple, je me dis, il faut se battre. Il faut le savoir déjà. Parce qu'aujourd'hui, un des aspects de la Hague aujourd'hui, la Hague est redevenue secrète. Tout le temps que le plutonium était fait pour les bombes, les gens de la Hague étaient tenus au secret. Quand on a fait le retraitement pour EDF, on a enlevé le secret aux agents, hein, on les appelle agents d'ailleurs, on ne appelle pas travailleurs. Ça, c'est important, psychologiquement. Et on a enlevé ça, bien, les agents, malgré eux, gardaient le secret. Et aujourd'hui, ils sont libres de parler s'ils le veulent, on n'ose plus. À la Hague, les gens ne parlent plus. C'est-à-dire que le canal syndical ne fonctionne plus. Que dalle. Oui. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose du lien entre par un autre biais, entre le nucléaire civil et militaire? Parce que Justement. par rapport à l'économique ou au politique, par exemple, quand on disait arrêtez d'avoir la bombe, Oui. est-ce que la France pourrait avoir la même crédibilité internationale qu'elle cherche à avoir pour continuer à défendre le nucléaire civil si elle disait on arrête la bombe? Vous savez, comme c'est un fantasme, hein, la France a obtenu son siège au Conseil de sécurité après la guerre. Ça a été un grand succès diplomatique, hein, c'était pas gagné d'avance, compte tenu de son rôle pendant la guerre. Mais non, mais c'est vrai, ça avait été un rôle absolument décisif. Donc ça a été vraiment un beau succès diplomatique. Il n'y avait pas besoin de la bombe pour être au Conseil de sécurité. La France ne peut plus rien faire en Europe sans l'Allemagne. Sur le plan de la défense, elle sait très bien que si elle n'a pas, comment dire, si elle n'a pas un espèce d'accord de principe pour envisager les choses avec les Britanniques, elle ne peut rien, puisque c'est les Britanniques qui ont une armée à peu près équivalente à la nôtre, et une expérience aussi à l'extérieur qui est assez bonne. Donc c'est un fantasme. J'en suis absolument persuadé. Ce fantasme est très fort. La preuve en est, la Corée du Nord pense qu'avec la bombe, le régime va assurer sa survie. Mais c'est absolument pas certain. Seulement, pour des raisons qui sont sans doute de complicité, les États atomiques font croire que oui. Et donc justifient toute manœuvre et sanction pour empêcher la Corée du Nord d'acquérir cette arme. Vous comprenez, si vous empêchez quelqu'un d'acquérir une arme, vous conférez à cette arme un statut virtuel, hein, considérable, puisque ce serait une arme terrifiante, terrible, etc., et que l'autre pourrait utiliser. Mais il faut un peu raisonner. Même s'il avait la bombe, et il l'a d'ailleurs, pourquoi Kim irait tirer la bombe, irait utiliser sa bombe? S'il le fait, demain, il n'y a plus de Corée du Nord. Tout ça est un espèce de jeu d'ombre, de sophisme. Ça ne tient pas debout, franchement, ça ne tient pas debout. Mais le pire, c'est qu'il y a un mouvement pour l'alimenter. Les journalistes, dès qu'une bombe pète en Corée, oh là là, Kim devient un danger public, etc. Et tout le monde alimente ce mouvement qui donne à la bombe atomique une valeur extraordinaire, alors qu'elle est inutilisable. Franchement, elle est inutilisable. La question est aussi économique. L'industrie nucléaire est plus ou moins faillite. Est-ce que ça peut continuer sans la fuite en avant de dire mais nous on peut vendre ailleurs des centrales, des armements, etc. Ah ben vous avez raison. C'est un mouvement de fuite en avant. On le voit avec Hinkley Point, on le voit avec le projet aux Indes, hein, de 6 réacteurs. Mais est-ce que dans ce sens-là, nucléaire civil et militaire, c'est pas ensemble, c'est pas Ah non, c'est ces centrales-là ne produisent pas de matière fissile militaire.
La matière fissible militaire, elle est produite, ça y est, elle est stockée. Et puis on la reconditionne régulièrement pour que les bombes soient en état de fonctionner. Mais il n'y a plus de réacteurs qui produisent du plutonium pour les bombes, on en a bien assez comme ça. Moi d'abord. Ouais, Moi d'abord, après. Juste, peut-être que vous en avez déjà parlé, dans quel cas vous m'arrêtez tout de suite. S'il n'y a aucune logique pour qu'un État, en effet, utilise la bombe atomique pour l'État islamique, le soi-disant État islamique, là les logiques sont complètement différentes. S'ils arrivaient à acquérir la bombe, là il y aurait une logique. Oui, c'est vrai que la pulsion de mort est très forte chez eux. Mais je ne pense pas que les moyens financiers soient à la hauteur. Non, mais s'ils arrivent à mettre une main dessus, s'ils Oh, arrivent c'est à... pas si facile que ça. Et s'ils arrivent à mettre la main sur une bombe, ça s'arrêtera là. Je veux dire par là que on ne peut pas avoir un système d'armes aussi sophistiqué avec aussi peu de moyens. C'est très compliqué. La logistique des bombes atomiques, c'est hallucinant. Et aucun gouvernement n'essaie de dénucléariser? Aucun? Il y a ceux qui ont refusé au départ de faire la bombe atomique. Il y a la Ceux Suède. qui sont du bon à arsenal, est-ce qu'il n'y a aucun gouvernement n'essaie non. de créer un mouvement Non. de... Alors si, à l'époque des accords américano-soviétiques, sous Gorbatchev, j'ai même des amis américains qui ont participé. J'ai une photo dans un bouquin où on voit justement l'un d'eux rigolant avec Velikhov, le conseiller de Gorbatchev, devant une machine qui écrase un missile. Une espèce de presse qui écrase le missile. Et puis ils ont détruit un nombre de missiles incroyable. C'était la méthode de contrôle. Hein. Bon, ben, les copains se réunissaient, les copains entre Russes et Américains, et puis ils allaient voir si on détruisait bien les missiles. C'était une période idyllique, on peut dire. Et c'est vrai qu'à l'époque, ils ont détruit à peu près, je sais pas moi, au moins les 3/4 de leur arsenal. Au moins. À l'époque, ils avaient chacun entre 60 000, 40 000, 60 000 têtes. Et aujourd'hui, ils en ont chacun 5 000 ou 10 000. Ça suffit. Hein, bon. Ça suffit largement à faire des dégâts. Mais on arrêtait ce build-up idiot. Bon, on l'a arrêté une bonne fois pour toutes. Mais le problème, c'est que comme la volonté d'aller plus loin n'est pas là, elle a disparu, hein, puisque Gorbatchev n'a pas été cru vraiment. Et puis il a été éliminé par l'histoire. Mais il n'a pas été cru vraiment. Pour preuve, Mitterrand n'a abandonné le missile Hades qu'en 92. C'est complètement fou. Hein, alors que Gorbatchev avait dit on n'attaquera jamais en Europe. Or, il était destiné pour tirer sur les bataillons de chars soviétiques. Donc Mitterrand, il débloquait complètement là. Hein. Bon. On peut dire ce qu'on veut de sa sagesse, mais là, il n'était pas à la hauteur. Et ce qui fait que le problème n'est pas résolu, c'est que comme la confiance n'est pas rétablie, alors on perfectionne les armes. Et là où le danger est extrême, c'est qu'on fait croire qu'avec des missiles antimissiles, on pourrait faire une première frappe. Parce qu'on serait capable de détruire la seconde frappe, la frappe en second de l'adversaire. Ce qui conduit à l'idée qu'il faut saturer la défense ennemie en envoyant plein de fusées avec des leurres pour que les missiles antimissiles en laissent passer quelques-uns et que l'attaque d'une certaine façon réussisse. C'est là où il reste véritablement un engrenage qui est dangereux. En tout cas, il n'y a aucune volonté pour l'instant. Mais ça, c'est sur le plan technique. Et sur le plan politique, encore une fois, déclencher une guerre atomique n'a strictement aucun sens. Tout simplement. Il n'y a aucun sens. Non, maintenant ils font des attentats, c'est plus des guerres comme autrefois. Hein, Non, mais c'est des attentats avec des bombes atomiques. Guillaume? Oui, non, c'était en réponse à la question du monsieur qui est devant moi. Nos copains allemands nous disent souvent, nous on a réussi parce qu'on n'a pas la bombe. Il y a un autre exemple plus récent, c'est la votation en Suisse, où nos amis antinucléaires de Suisse romande sont passés à deux doigts. La décision d'arrêt du nucléaire a atteint 49%. Ce sont les cantons ruraux alémaniques qui, par conservatisme, ont fait qu'au final, et il n'y avait pas la bombe. Et en fait, en France, on est comme dans un jeu de bento, vous voyez, dans les foires. On a, en fait, l'enjeu matière, et l'État, il a deux gobelets dans ses mains. Il a le gobelet civil et il a le gobelet militaire. Et il joue
avec un cycle du combustible qui est central, parce que qui contrôle le cycle du combustible en France contrôle les intérêts économiques, contrôle les intérêts scientifiques. Allez vous faire financer une thèse en physique aujourd'hui en France sans passer sous les fourches codines du CEA, c'est super dur. À l'INSA de Lyon, ils sont tous pro-nuc. Parce que ces jeunes filles et jeunes garçons, eh bien, on a tout un dispositif d'État qui amène à vassaliser les gens parce qu'on est dans un imaginaire. Et donc, le nucléaire militaire, et aujourd'hui on le sent, puisque de plus en plus on voit bien la faillite économique du nucléaire entre guillemets civil, j'aime pas trop cette distinction, mais on nous renvoie dans les dents, au plus haut niveau, et même la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, pourtant c'est Euroclore, hein, c'est le ministère de l'Environnement, ah oui mais il y a le ministère de l'Armée. Et quand on a des responsables du ministère de l'Environnement, qui sont pourtant des ingénieurs des mines, qu'on aime caciquer les mines et X, qui disent « Ah ouais, mais il y a les militaires », on sent que le pouvoir joue habilement sur ces deux bras, parce qu'on est dans une culture de l'irréversibilité en France que nous militants depuis longtemps on n'a pas réussi à faire sauter. Peut-être parce qu'on est mauvais, je veux bien le reconnaître, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de l'intelligence de tout le monde pour essayer de péter à la base la statue du commandeur, parce qu'elle est fragilisée, et le nucléaire militaire aujourd'hui lui sert de joker, et il y a... ouais, on est non violent en fait. C'est un petit détail. Voilà. Monsieur. Je ne sais pas si je peux prendre la parole parce que je suis tout à fait d'accord. Et j'ai peur d'ajouter le pire au mal. Allez-y quand même. C'est dommageable à On encaissera. Une petite chose. Oui. Tout votre raisonnement est d'une rationalité incontestable. Et je le partage. Et je crois effectivement que cet outil est un outil symbolique, mais la reine d'Angleterre également est symbolique. Et si vous supprimez la reine d'Angleterre, qu'est-ce qui reste? Rien. L'anglais ne vaut déjà pas grand-chose, sans sa reine ne vaut rien. Donc, méfions-nous quand même avant d'abattre les symboles. Mais la deuxième chose qui me l'esprit, c'est que, quelle que soit l'aberration que serait le déclenchement d'une guerre atomique par tel ou tel gouvernement ou telle officine qui se serait approprié dans le gouvernement les moyens de prendre ce type de décision, de la mettre en œuvre. Il y a quand même quelque chose qui, dans l'humanité, est un invariant. C'est la folie. Et je suis bien persuadé, quoi que vous en pensiez, quoi que vous en disiez, que peut-être pas moi, peut-être mes enfants, peut-être mes petits-enfants, mais ils verront cette guerre atomique. Alors, peut-être l'armée, peut-être... Mais vous savez, aujourd'hui, on parle de Tchernobyl, on parle de Fukushima, et au fond, on n'en pense plus grand-chose. Bah oui... Alors, de temps en temps, quand on rappelle les chiffres, comme vous venez de le faire, quand on rappelle les périmètres qui sont pourris, mais au fond, tout ça, c'est un accident. Comme dans la chimie, on ne parle plus de Bhopal, on ne parle plus de Seveso. Ça a disparu et on continue à acheter chez Monsanto ou chez Bayer des saloperies et on continue à les foutre partout dans nos champs. Il paraît d'ailleurs qu'on a mis en 2018 4% de plus qu'en 2017, donc la vie est belle. Je crois à la folie des hommes et je suis persuadé, je suis désolé, mais j'ai apporté un bon dessert, je suis persuadé qu'on la verra, cette guerre. Attendez, il y a monsieur qui voulait intervenir. Une question, qu'est-ce qu'on sait de la politique nucléaire du gouvernement israélien? Parce qu'on sait qu'ils ont l'arme nucléaire, mais c'est le secret absolu. C'est ce qui fait leur force, c'est qu'on n'en sait rien.
Rappelez-vous, je ne sais plus comment s'appelait ce scientifique israélien qui était donc Oui, qui savait les choses. qui a révélé Il a les été, choses, il a et- été enfermé à vie Oui, tout à fait. et il croupit en prison et personne ne prend sa défense. Tout à fait. Considéré comme un traître absolu. Mais moi, personnellement, c'est effectivement très inquiétant. Ça l'a été beaucoup au moment de la guerre de 73, la guerre du Kippour, où ils ont été à deux doigts de se faire Balayé, oui. balayer par les troupes arabes. Et on ne sait pas ce qu'ils auraient fait à ce moment-là, si ça avait été le cas. Si vous voulez. Mais il est possible, parce que vous savez, c'est pour ça il ne faut pas croire que la folie... dès qu'il y a la guerre, les gens commencent à réfléchir. Oui. Encore une fois, Lise Clausewitz, c'est très intéressant de voir comment il analyse, parce qu'il a été mêlé à toutes ces choses-là, et comment il analyse ce que représente la guerre et la conduite de la guerre et les décisions. La guerre n'est jamais, contrairement à ce qu'on croit, une montée aux extrêmes. D'ailleurs, lui, il l'a rejeté tout de suite. Dans la page 4, il parle de la montée aux extrêmes comme un jeu intellectuel. Un tel met un certain niveau de force, alors l'autre met l'équivalent, et ainsi de suite. Pour 2 pages plus loin, démolir cette idée avec des arguments parfaitement fondés, et qu'ensuite il développe tout le reste du livre en montrant à quel point la guerre c'est compliqué de faire la guerre. Et quand il y a la guerre, comme il dit bien, c'est un commerce. La guerre est un commerce au sens strict, c'est-à-dire c'est un échange. La guerre est un échange entre, soit c'est des princes, soit c'est des nations. Bon, au début, dans les guerres aristocratiques, c'était un échange entre princes. Donc à un moment donné, on trouvait un gentleman agreement pour arrêter. Soit parce qu'on n'avait plus assez d'argent pour continuer les opérations, soit parce qu'on estimait qu'on pouvait faire une paix honorable. Bon, qu'on allait obtenir un petit quelque chose. Où les guerres entre peuples sont plus violentes, mais à un moment donné, on se met d'accord pour arrêter. Et je pense que, même dans un cas aussi extrême que celui où l'État d'Israël aurait risqué sa disparition, les grands frères seraient intervenus. Les États-Unis d'un côté, les États-Unis d'un côté, l'URSS de l'autre, et comme à l'époque de Suez, aurait dit « Oh, arrêtez ». Parce que c'est ce qui est arrivé à l'époque de Suez. Ils ont dit « Arrêtez, sinon nous, on va réagir ». Alors, ça très bien qu'on n'était pas de taille à résister à une réaction des Américains ou des Russes, et les Anglais et les Français sont partis la queue basse. Et les Israéliens aussi. Et donc, je pense que c'est pas parce qu'ils ont la bombe et qu'ils maintiennent un silence inquiétant sur ce qu'ils feraient que le pire serait arrivé. Je pense pas. Parce que je vois le poids des religieux dans l'État d'Israël ne fait que croître depuis 40 ans, en fait. Hein. Et là, on n'est plus dans la rationalité, mais plutôt dans le divin.